Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts donc pour la suite de ce cycle consacré au polar. C'est un film peut-être qui est pas très connu, mais qui gagne justement à être découvert. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu peut-être ici. Une personne, d'accord. Donc je suis ravi que vous le découvriez ce soir, j'espère qu'il va vous plaire. Vous allez voir donc Tueur de flic en français, en anglais The Onion Field, film de 79 d'Harold Baker. Et donc voilà, on sort quand même là quasiment des années 70, ou en tout cas de ce qu'on avait appelé le Nouvel Hollywood, avec ou alors on est dans la queue de comète, mais en tout cas avec ce film voilà, qui va vous raconter l'histoire du meurtre d'un policier et surtout aussi les conséquences psychologiques, judiciaires, etc. C'est un film qui est adapté d'un roman de Joseph Wambaud, qu'on a déjà rencontré pendant ce cycle lors de la deuxième séance avec Les flics ne dorment pas la nuit. Je ne sais pas si vous étiez là. Ce film de Richard Fleischer qui date de 71 et qui s'appelle donc en anglais The New Centurions. Et donc, je sais pas si vous étiez tous là, mais enfin, je vais essayer d'aller un peu vite. Joseph Wambaud, donc c'était un écrivain qui à l'origine était policier à Los Angeles dans les années 60 pendant une dizaine d'années, qui donc a commencé comme patrouilleur dans les voitures. C'est ce qu'on voit dans Les flics ne dorment pas la nuit. Et donc il a collecté beaucoup d'histoires, il a pris des notes, il a commencé à écrire, il est devenu détective à la fin, et puis ensuite le succès arrivant, il s'est consacré à son métier d'écrivain et il a eu beaucoup de succès dans les années 70. Il y a eu plusieurs adaptations, il y a eu The Blue Knight, une mini-série télé avec William Holden en 72-73, qui ressemble un peu à une version édulcorée des flics ne dorment pas la nuit, mais c'est assez intéressant. Et alors, Joseph Wambaud, la particularité de ses récits, c'est qu'il va s'intéresser au point de vue des policiers. Ce qu'il disait, c'est que ce qui l'intéressait, c'était qu'il voulait non pas expliquer ce que les flics faisaient à la société, mais plutôt ce que la société faisait aux policiers. Donc raconter leur point de vue, leur quotidien, avec réalisme, sans héroïsme, donc une sorte de point de vue humaniste comme ça. Et puis il a aussi beaucoup ramené ses histoires à Los Angeles, évidemment, puisque c'est là qu'il a eu son expérience de policier, alors qu'à cette époque, il y a beaucoup de films policiers qui se sont déplacés du côté de New York. Voilà. Donc on a un petit peu ce contexte-là. Il va avoir une adaptation d'un autre de ses romans, The Choir Boys, en 77 par Robert Aldrich, qui va mal se passer pour lui, pour Joseph Wambaud, parce qu'il avait par contrat stipulé qu'on devait le consulter, l'avertir, si on apportait des changements au scénario, ce qui n'a pas été fait, et il était très déçu de l'adaptation, qui selon lui était totalement infidèle. Choir Boys, c'est un film qui ressemble un peu à une sorte de pré-Police Academy, j'exagère un petit peu. En tout cas, c'est assez particulier. En tout cas, il a fait un procès à la Columbia, il l'a gagné, il a touché $500,000. Et puis ensuite, il s'est dit, si je veux pas être trahi dans mes adaptations, finalement, il faut que je m'en occupe moi-même. Et c'est ce qu'il va faire avec Onion Field. Il va récupérer les droits qu'il avait déjà vendus à la Columbia. Alors selon la légende, il a débarqué dans le bureau des pontes de la Columbia avec ses copains flics pour les menacer. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il a récupéré les droits et il va réunir $2 millions. Donc c'est normalement le métier des producteurs, mais lui s'en est chargé avec sa femme. C'est en fait sa femme qui apparemment s'est chargée de ça, donc c'est pas une tâche facile. Harold Baker disait qu'il avait même hypothéqué sa maison en fait pour financer le film. Donc même s'il était un écrivain à succès, c'est quand même un effort considérable. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'il va être impliqué à tous les niveaux dans la fabrication de ce film. Il va finalement agir plus ou moins comme producteur, scénariste. Il va donner son avis sur le choix des acteurs, etc. Et puis il va donc choisir Harold Baker pour diriger ce film, qui est quelqu'un finalement qui n'a pas fait
grand-chose de marquant jusqu'ici. C'est un cinéaste new-yorkais, Harold Baker, qui a débuté dans la photographie dans les années 60. Il a fait de la pub, des courts-métrages, des documentaires, dont un qui s'appelle Siget Siget, donc je vous reparlerai après la séance. Et voilà, il fait un premier long-métrage en 72. Il est pas mal influencé, semble-t-il, par le cinéma européen. De toute façon, c'est le cas un peu de tout le nouvel Hollywood. Mais donc, The Onion Field, c'est son premier grand film, donc en 79. Il va enchaîner après en 80 avec une deuxième adaptation d'un roman de Wambo qui s'appelle en français Fric Frac, en anglais c'est The Black Marble. Bon, je vous en dirai peut-être un mot après la séance. Et voilà. Après, il n'a pas une filmographie qu'on arrive à vraiment caractériser comme étant celle d'un auteur, quoi. C'est difficile de distinguer chez Harold Baker un style, thématique, etc. Bon, c'est lui qui a découvert Tom Cruise quand même en 81, donc c'est pas rien. Il a fait tourner Al Pacino 2 fois aussi. Donc voilà, c'est quand même un solide réalisateur. Et puis dans le film, donc, il y a deux grands acteurs au moins. C'est John Savage et James Woods. Alors James Woods, peut-être vous le connaissez quand même parce que vous l'avez j'espère que vous l'avez vu dans Au moins il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est vraiment on va dire les quelques années où il va exploser en tant qu'acteur avec Vidéodrome de Cronenberg. Il y aura Salvador, c'est Oliver Stone. Mais là, c'est le premier rôle vraiment qui le fait reconnaître, James Woods, puisque auparavant il n'avait pas fait énormément de choses, à part peut-être le film d'Elia Kazan 72 de Visitors, quoi. Et en tout cas, juste ce qui est intéressant de dire peut-être, c'est que Joseph Wambo ne voulait pas de James Woods dans le rôle parce qu'il trouvait qu'il ne correspondait pas du tout physiquement au personnage en fait réel. Mais voilà, c'est Harold Baker qui a insisté parce qu'il avait décelé en fait dans James Woods une intelligence du rôle et ça s'est révélé payant. Enfin, je vais vous laisser juge. John Savage, lui, vous le connaissez sans doute aussi peut-être puisque il a tourné notamment dans The Deer Hunter. En fait, lui, c'est sa grande période là, 78-79. Il y a The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, dans lequel il joue le rôle de Steve, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui revient du Vietnam amputé. Et puis il va tourner donc The Onion Field et puis Hair de Milos Forman. Donc voilà, il construit une espèce de type de personnage comme ça, très sensible, très tourmenté, qui va porter avec lui un peu comme ça pendant toute sa carrière, même si elle ne va pas vraiment décoller par la suite, quoi. Il va faire beaucoup de second rôle, de séries télé, choses comme ça. Donc voilà, John Savage, c'est son grand moment. Donc voilà ce film qui est donc une production indépendante, petit budget, qui est une sorte de pari quand même de Joseph Wambo, assez risqué, qui a été tourné entièrement dans des décors naturels et sur les lieux mêmes où s'est passée l'histoire vraie, originale, qui s'est passée donc en 1963. Donc c'est aussi évidemment une reconstitution. Voilà. Bon, j'espère que le film va vous plaire. On a droit à une copie restaurée 4K en fait qui est sortie, je crois, il y a quelques temps en fait, mais dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Donc je suis très content de pouvoir vous la présenter ce soir. C'est effectivement un film qui est un peu peut-être passé sous les radars, quoi, finalement, parce que peut-être c'est pas un film d'auteur au sens classique, mais plus peut-être une conjonction comme ça de grands talents qu'on produit un film étonnant, vous allez voir. Et pour finir, juste dire que c'est un film aussi qui, on en reparlera après, qui est singulier, qui est fort, je crois, surtout parce qu'il va au-delà. Vous allez voir, c'est un film qui dure plus que ce à quoi on s'attendait pour raconter ce genre d'histoire. Voilà, ça va au-delà, ça nous emporte quelque part où on ne pensait pas aller. J'espère que ça va vous plaire en tout cas, et puis j'espère que vous resterez après pour en parler. Voilà, bonne séance. Je voulais peut-être juste redonner 2-3 petits éléments de contexte.
De la même manière que le mois dernier, on avait vu donc Un après-midi de chien, qui était un film adapté d'une histoire vraie. Donc il y avait tout un contexte aussi de ce qu'étaient devenus pour de vrai les personnages par la suite. Et là, donc, c'est basé donc sur quelque chose, enfin un meurtre qui s'était passé donc en 63. Donc tout ça est bien expliqué. Au fond, c'est une reconstitution. C'est la veine documentaire en fait du romancier Joseph Wambo. Hein, du coup, c'est pas de la fiction à la base. Juste pour dire que en France, on s'en rend pas compte, mais cette affaire de meurtre, en fait, elle a vraiment plus que défrayer la chronique aux États-Unis en 63. Enfin, c'était quelque chose qui a quand même beaucoup marqué la police, évidemment, en premier, et puis les Américains en général. Apparemment, il n'y avait jamais eu auparavant de cas similaires d'un policier qui se fait comme ça voler son arme, plus prise d'otage, etc. Donc ils ont vraiment revu leur procédure après ça. Et aujourd'hui, en fait, on peut encore trouver, quand on fait des recherches si vous tapez The Onion Field sur Google, vous allez tomber aussi probablement sur les sites de la police américaine qui expliquent le cas, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Et la rue où les deux criminels, là, Powell et Smith, se font arrêter et où ils braquent les policiers, cette rue a été renommée la rue Ian Campbell, hein, d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ça fait partie de l'histoire américaine, mais je pense que c'est pas très connu en France. Un autre petit élément, peut-être, parce qu'à un moment donné, ils évoquent la loi Little Lindbergh. Et donc il y a quelque chose qui se noue autour de ça, puisque Gregory Powell avait mal interprété en fait en quoi elle consistait. En fait, c'est juste parce que il y a quelques explications dans le film, mais c'est juste pour dire que ça vient en fait de l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh, qui était cet aviateur très célèbre au début des années 30. Et c'était une affaire qui avait fait énormément de bruit. Le bébé avait été kidnappé, je crois qu'il avait 10 mois. Et il y a une rançon qui avait été demandée. Et quelques jours après, très peu de temps après, on avait retrouvé le bébé mort quelques centaines de mètres de la maison de Lindbergh. Et donc à la suite de ça, il y a une loi qui est passée effectivement sur le kidnapping. Mais comme le précise le policier, la peine de mort s'applique en cas de demande de rançon, etc., enfin de dommages corporels, etc. Donc voilà, c'était un élément que je trouvais nécessaire peut-être d'éclairer. Alors sur ce qui s'est passé après, parce que le film date de 79, et là, comme on quitte les personnages, on voit que les deux criminels, enfin Powell et Smith, donc on réussit finalement d'une certaine manière à transformer leur sentence en prison à vie. Alors je suis pas très sûr de moi, mais il me semble qu'en Californie la peine de mort a été abolie en 70. Donc je sais pas si ça serait pas un élément aussi qui serait pris à prendre dans la procédure, mais en tout cas, ils ont la prison à vie. Et juste pour vous donner, comment ça s'est terminé pour eux. Smith, il a été libéré, il a eu une liberté conditionnelle en 2006, et puis en fait, il a violé sa liberté conditionnelle, et puis on l'a retrouvé au bout de quelques mois, il est retourné en prison et il est mort en 2007. Et Powell, donc, qui est interprété par James Woods, lui, il est mort en prison en 2012. Voilà, donc c'est relativement récent. Et le personnage de Carl Ettinger, ça c'est intéressant aussi parce que la fin du film, je trouve assez optimiste. On a vraiment l'impression qu'il a surmonté sa dépression. Effectivement, il raconte qu'il est passé près du champ du champ d'oignons, et que évidemment, il a entendu le cornemuse, le trauma semble passer. Dans la réalité, en fait, c'est quelqu'un qui est mort très jeune, à 59 ans quand même, donc en 94, et il est mort d'une cirrhose du foie. Et il a eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Je ne sais plus ce qu'il avait retrouvé, mais en fait, contrairement à ce que semble dire le film, probablement il est resté alcoolique jusqu'à la fin. C'était beaucoup plus compliqué
que ce que le film dessine, quoi. Et effectivement, on reconnaît un peu dans cette figure de policier un petit peu les personnages de policiers comme ça, qui ont un destin un peu tragique chez Joseph Wambo, qui finissent toujours quand même dépressifs, alcooliques, suicidaires, enfin ce genre de choses, quoi. Donc voilà un peu pour le recul un petit peu peut-être historique. Sur quelques mots peut-être sur la fabrication du film. Je vous avais dit que c'était un film indépendant parce que Joseph Wambo voulait s'assurer en fait finalement de la fidélité de l'adaptation. C'était le roman qui comptait le plus pour lui, hein. Je crois qu'il avait dit si je suis né pour faire quelque chose, c'est pour écrire The Onion Field. Enfin vraiment, pour lui c'était quelque chose qui comptait énormément. Et donc je reviendrai sur le truc le plus important dans le film, c'est cette impression qui a un peu deux films en un. Et je vous disais, c'est ce qui avait au début fait un peu peur à Harold Baker. En fait, ils se sont vus avec Joseph Wambo, ils ont discuté, ils ont retravaillé le scénario, ils l'ont resserré parce qu'évidemment, à la base, ça dépassait largement les 2 heures là, qu'on vient de voir. Donc, donc ça s'est démêlé comme ça. Mais je pense vraiment que c'est la qualité principale du film, voilà, non pas d'être 2 films en un, mais de se prolonger au-delà en fait de ce drame. Enfin, je reparlerai dans un instant. En tout cas, le tournage a duré une quarantaine de jours, dont la moitié de nuit, donc c'était assez éprouvant avec des journées qui pouvaient aller jusqu'à 15-16 heures. Donc, pardon. Donc un film qui a été difficile à faire, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'en échange de ces difficultés, Harold Baker avait quand même une liberté artistique à peu près totale. Il semble que Joseph Wambo lui faisait entièrement confiance. C'est un film dans lequel on voit bien qu'il n'y a pas énormément de moyens. Enfin, on sent qu'il y a parfois, je ne sais pas si vous l'avez noté, des petits manques de finition. Les prises de son ne sont pas toujours extraordinaires. On sent que on sent qu'il n'y a pas énormément d'argent derrière. Bon, oui, il me semble que ça fonctionne bien, mais ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la méthode de tournage, et ça participe, je crois, de la réussite du film, d'une certaine manière, c'est que le réalisateur, à la fois parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens et aussi parce que c'était un choix artistique, il n'a pas filmé comme on fait d'habitude quand on a une production moyenne, c'est-à-dire que les réalisateurs ont dit qu'ils se couvrent, c'est-à-dire qu'ils vont filmer la scène en plan large et puis ensuite sous plusieurs angles, plusieurs échelles de plan, etc. Pour pouvoir être sûr de ne pas être coincé au montage, c'est-à-dire de pouvoir rattraper des choses ou réécrire la scène, refaire un peu la mise en scène en choisissant parmi la multitude de plans qui ont été tournés. C'est un peu ça la méthode moyenne hollywoodienne. Ici, par manque de temps et aussi par choix, il a fait assez peu de prises et assez peu d'angles de prise de vue sur chaque scène. Et je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans le film, il y a beaucoup de prises assez longues. C'est pas forcément des prises de vue sophistiquées, c'est-à-dire des plans séquences complexes, mais on sent que c'est beaucoup de prises longues et qui sont parfois des scènes qui sont parfois montées à partir de 1 ou 2 prises de vue longues, parfois avec des déplacements de caméra, mais et qui sont ensuite montées, entrecoupées. Mais on pourrait se dire il n'a pas tourné vraiment comme il voulait, ça pourrait donner un style un peu pauvre, mais il y a aussi un gain en fait dans cette méthode de travail, c'est que je pense que ça a apporté une certaine aussi spontanéité, c'est-à-dire que il y a une espèce de contraintes comme ça, qui est certes économique, mais aussi de se dire que dans la mise en scène, on est obligé de choisir très tôt. On ne peut pas se dire on filme de manière moyenne et puis on se débrouillera au montage. Donc ça force aussi à bien réfléchir, bien écrire, bien préparer les choses et choisir le point de vue, quoi. Donc moi il me semble que ça a plutôt tourné en faveur du film et de la mise en scène en fait, cette méthode. En tout cas le réalisateur Harold Baker
pour vous dire à quel point c'était quand même une tour de force finalement de faire ce film avec cette échelle de moyens. Il disait on n'a pas fait The Onion Field, nous l'avons vécu. Donc voilà, c'était quand même quelque chose d'assez costaud à faire. Voilà, donc voilà un petit peu pour la fabrication. Et puis je vous avais dit, oui, effectivement, le film a ensuite été distribué par une société qui s'appelait Embassy Pictures, qui n'a pas mis beaucoup d'argent pour la pub. Et le film est sorti comme ça. Et heureusement, à l'époque, un film pouvait quand même rester longtemps à l'affiche. Les critiques ont été bonnes et finalement il a fini par faire un peu d'argent. Il a dû finir à 10 millions de dollars au box-office, ce qui veut dire que en fait par rapport à la mise, le film était une réussite commerciale, quoi. Parce que 10 millions c'est pas forcément énorme, mais c'est toujours relatif par rapport à ce qu'on a engagé comme argent au départ, quoi. Donc en fait c'est une réussite et c'est aussi pour ça que Joseph Wambaud va proposer ensuite à Harold Baker d'enchaîner l'année suivante sur une deuxième adaptation. Voilà, bon, je vous en dirai peut-être un mot après si vous voulez. Mais voilà. Ensuite, pour revenir alors plus précisément sur ce qu'il y a dans ce film, il y a beaucoup de choses. Peut-être un petit mot sur la scène qui est centrale et qui semble peut-être pas couper le film en deux, mais le trouer comme ça. Il y a un côté un peu traumatique. C'est évidemment la scène du moment où les deux criminels vont assassiner Ian Campbell et où Karl Ettinger va se sauver. Alors c'est une scène assez étonnante parce que l'ensemble du film est quand même assez réaliste. Et là, on bascule, alors évidemment, il fait nuit, mais on bascule dans quelque chose, je trouve, qui est d'un seul coup assez stylisé avec les éclairages. Déjà, c'est une scène, je trouve, qui fait quand même assez peur, parce que, ça dérape, et puis le personnage de Powell est assez effrayant. Mais on a l'impression avec les éclairages de glisser dans quelque chose d'un peu fantastique. Et puis on a cette alors je vais vous parler d'abord d'une interprétation qui me semble intéressante. Elle se trouve sur les bonus du DVD, si ça vous intéresse. Le film est sorti dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret, donc il y a un Blu-ray DVD, et dessus il y a Samuel Blumenfield, qui est un critique qui explique, qui fait un rapprochement que je trouve intéressant, donc je vais vous le donner. Il dit il y a cette scène, et puis il y a dans la filmographie de Harold Baker un court-métrage documentaire qu'il a fait en 1967 qui s'appelle Siget, qui est un documentaire dans lequel Elie Wiesel raconte l'expérience qui s'est passée ce qui s'est passé dans cette petite ville de Roumanie où il habitait, et où les Juifs qui vivaient là, je crois qu'ils étaient 10 000, ont été déportés par les Allemands et déportés à Auschwitz. Voilà. Et donc le court-métrage consiste en cette voix off d'Elie Wiesel qui raconte ça, et Harold Baker était allé sur place pour faire des photos et essayer de filmer. Donc le film nous montre une partie de ce qui a constitué finalement la Shoah, quoi. Et Samuel Blumenfield explique que finalement dans cette séquence on a comme un écho finalement à cette façon dont les Juifs ont été assassinés en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la manière, dans la cruauté et la violence de la mise à mort en fait de Ian Campbell, cette situation comme ça dans les champs, la façon dont le corps est balancé comme un détritus comme ça dans le ravin, la façon dont les victimes sont déshumanisées. Voilà. Et puis toute la question ensuite, dont on reparlera, mais de la culpabilité du survivant. Voilà. Donc je trouve que c'est un rapprochement intéressant. Et comme cette scène, en fait, elle est assez
Encore une fois, elle a un espèce de régime esthétique qui semble un petit peu différent du reste. Et tout va très très vite quand on voit le film. On a un cri, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais on entend le cri de Jimmy Smith en fait, qui se met à hurler comme s'il criait de terreur. Et on ne voit pas que c'est lui, alors je ne sais pas si vous l'avez rattaché mentalement, mais c'est le moment où Powell lève son arme et tire pour la première fois. Ensuite, ça s'enchaîne très vite. Et on a ce cri qui retentit. Il semblerait que c'est d'ailleurs un véritable cri d'horreur qu'il a poussé en fait, quand ils ont joué la scène. Mais la façon dont c'est monté, je ne sais pas où ils ont récupéré ce son, parce que voilà, on ne le voit pas directement à l'image. En tout cas, ça se développe aussi dans une scène dans laquelle on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Et effectivement, ça va devenir un point important, vous avez bien vu dans l'intrigue, le développement judiciaire, de savoir qui a tiré les 4 balles suivantes qui sont responsables finalement de la mise à mort définitive du policier. Alors, quand on voit le film, on les voit tous en fait finalement, avec des témoignages différents, des interprétations, des mensonges, etc. Il y a une reconstitution qu'on ne voit pas jusqu'au bout d'ailleurs. Mais on serait tenté peut-être de rembobiner le film et puis de regarder, de se dire moi je vais revoir et puis je vais distinguer. Ce que j'ai fait à la maison, puisque j'ai le DVD, et donc je peux vous dire, c'est pas la peine de le faire, en fait on distingue rien. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, et je pense que vous vous en souvenez, on voit un plan assez éloigné des 2 criminels qui tirent, mais en fait on peut pas savoir qui tire, c'est trop loin. Il y a le Ettinger qui passe devant, etc. Ce que je veux dire, c'est que Harold Baker a évidemment fait exprès de mettre en scène cette situation de cette manière, pour qu'on ne sache pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un choix esthétique qui est marquant et qui en plus, alors je peux tirer un peu des fils comme ça, mais on est quand même en 1963 et 1963 il y a une autre affaire beaucoup plus grave en fait qui se passe à la fin de l'année, qui est l'assassinat de Kennedy, et moi je trouvais ça intéressant. Il y a une sorte d'écho comme ça, d'analogie avec l'assassinat de Kennedy, où on a eu aussi une espèce une interrogation sur la responsabilité en fait du meurtre. Ça vous connaissez bien. Puisqu'on parlait de Jean-Baptiste Toré, il a développé beaucoup d'analyses autour de ça. Et vous savez que ça a été filmé par un passant qui s'appelait Abraham Zapruder, qui avait fait un petit film du moment où le président passe dans sa limousine et où il se fait tirer dessus. Et ce petit film, cette prise de vue, finalement, était censée contenir une forme de vérité. Et en fait, elle ne livre pas suffisamment d'informations pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu plein de théories du complot. Ensuite, vous connaissez probablement un peu cette histoire. Mais en fait, tout ça pour dire que on est aussi à un moment où il y a comme un point de bascule peut-être historiquement. Si on prend un peu de recul sur l'histoire américaine. Moi, ça m'a frappé de me dire que il y a ce moment en 63, l'assassinat de Kennedy, et puis ce qu'on peut qualifier peut-être de fait divers comme ça, mais qui est quand même très grave avec ces 2 policiers. Et l'Amérique avant, c'est les années 50 finalement, très prospère, c'est le boom économique, tout va bien, c'est une espèce d'Amérique, idéale quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit rétrospectivement. Et puis après, tout commence à aller mal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le Vietnam et beaucoup de troubles sociétaux. Vous connaissez tout ça. Après, la contre-culture, la défiance envers les hommes politiques, manifestations anti-guerre, tout ça. Ce qui a fait dire à beaucoup d'Américains que l'Amérique, dans ce moment-là, elle commençait à vivre une forme de cauchemar éveillé. Mais bon, donc je trouvais que le film finalement renvoyait un petit peu à des choses comme ça, puisqu'on a, à mon sens, après cet assassinat, on
normalement, le film aurait dû... on aurait pu faire un film, si vous voulez, qui se tient avec présentation des personnages, la situation, etc., prise d'otage, le meurtre, arrestation des coupables, tribunal, et puis fin. Finalement, le film aurait pu se terminer là-dessus, ça aurait fait 1h20, 1h30, et ça fonctionnait très bien. Et pourtant, le film fait 2 heures, et il traite donc cette première partie en un peu moins d'1 heure, je crois. Et puis après, ça continue encore, en fait. Et on s'aperçoit que, au fond, ce qu'il y a de plus grave, en fait, le cauchemar, vient finalement après, dans la durée, comme ça. Et je trouve que c'est là où le film est véritablement le plus fort, quoi. Alors, là-dessus, il y a peut-être plusieurs choses à dire. Déjà, sur peut-être une remarque sur le fait que sur la punition finalement des criminels, puisque au départ ils sont censés écoper de la peine de mort, et puis au bout du compte, ils arrivent, alors surtout grâce à l'intelligence de Powell, ils arrivent à s'en sortir, à éviter la peine de mort. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, on a un peu la sensation finalement qu'ils ont échappé à leur juste punition. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, mais j'ai l'impression que le film nous donne un peu ce sentiment, parce que le personnage de Powell est un peu machiavélique comme ça. Et puis on le voit en prison, finalement s'intéresser à la loi, et puis un peu retourner les choses en sa faveur. Alors, du coup, il y a quand même cette question, évidemment, de la justice aux États-Unis, de comment la loi est écrite, et est-ce qu'elle permet ou pas, finalement, d'appliquer correctement la justice. Ça, on en avait parlé... pendant la première séance avec Dirty Harry, cette question, est-ce qu'aux États-Unis, en fait, la justice peut être faite ? Est-ce que les lois sont adaptées ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Dirty Harry, ça fait partie de ces films policiers de l'époque que Jean-François Roger a appelé contre-culturels. Enfin, on peut résumer ça en disant que c'est des films réactionnaires au fond, qui, vous vous souvenez, Dirty Harry, vous l'avez en tête, l'inspecteur Harry va arrêter le tueur en série, espèce de super méchant, super incarnation du mal qui s'appelle Scorpio, et puis comme il l'arrêtait dans des conditions qui ne correspondaient pas à ce que exige la loi, le tribunal est obligé de le relâcher. Et donc ensuite, lui, il va prendre sur lui, en fait, de rendre la justice et donc d'éliminer Scorpio, d'éliminer le mal, et ensuite, les choses, la société peut redevenir un lieu sûr. Donc il y a ce récit comme ça, réactionnaire, où le super flic va prendre en charge, enfin je caricature un peu, mais bon, va prendre en charge finalement le fait de rendre la justice, quitte à sacrifier son badge, puisqu'à la fin il le lance. Donc là il y a une espèce de résolution par l'action, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que là le film nous montre que tout ça c'est pas possible finalement, même s'il y a quand même cette idée que la loi est quand même mal faite, en tout cas que la façon dont les tribunaux fonctionnent, ça dysfonctionne justement, puisque on n'arrive pas à traiter correctement ce genre d'affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que on rentre vraiment véritablement dans ce qu'on appelle la crise d'action, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas résoudre les choses facilement. Et c'est là, à mon avis, où le film devient véritablement passionnant, puisqu'il va s'intéresser finalement à ce qui est la véritable injustice dans le film. C'est ce que disait Joseph Wambo, en fait, c'est que il y a certes évidemment la victime Ian Campbell qui est assassiné, mais dans ce film-là, peut-être la véritable victime, c'est Carl Ettinger, à qui on n'a finalement jamais pardonné. Et parce que vous voyez bien qu'alors il y a globalement, en fait, la police a plutôt condamné, en fait,
son manque de courage pendant le kidnapping et le meurtre. Même si on entend la parole des policiers de patrouille à un moment donné où il y a un ancien qui prend sa défense, mais globalement au niveau de toutes les instances de direction de la police, on a plutôt tendance à lui reprocher son geste, quoi. Et ça, c'est pour Joseph Wambo, c'est ce qu'il y a de plus terrible d'une certaine manière, puisque il a en gros la communauté de la policière contre lui d'une certaine manière, et lui-même donc ne peut pas se pardonner non plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment je trouve la chose la plus intéressante dans ce film, que d'examiner finalement ce que devient le survivant. Et en quoi, en quoi le sentiment de culpabilité le ronge, et à quel point c'est difficile d'y faire face. Et encore une fois, de ce point de vue, la fin me semble assez optimiste par rapport à ce qui semble s'être passé réellement dans la vie, quoi. Heureusement, il a avec lui sa femme qui fait preuve de beaucoup d'abnégation. Mais ça nous amène aussi quand même pour moi, une deuxième scène qui est vraiment traumatisante dans ce film, en fait, qui m'a vraiment choqué. C'est le moment où il fait sa tentative de suicide, pendant qu'il y a son bébé qui pleure, et on a quand même un plan où il va le frapper quand même dans son lit. Et on sent bien que le film ne va pas trop loin, d'ailleurs, sur certains terrains. Sur celui-ci, en fait, on s'est filmé de loin, on voit un coup qui est porté comme ça, mais on ne voit pas directement. Mais on sait bien que ça aurait pu être pire, en fait, et que ça peut déraper. Et je trouve à ce moment-là, le personnage fait vraiment peur, quoi. Je sais pas comment vous l'avez reçu, mais il y a certains petits trucs comme ça qui sont, je trouve, on sent que le film n'ose pas aller plus loin. D'ailleurs, y compris sur un autre sujet, mais sur la façon dont je me faisais la réflexion en revoyant le film, la façon dont Gregory Powell monte une sorte de système en prison, où la première fois que Smith vient le voir pour essayer de l'amadouer, en lui disant on formait une famille, il faut que tu m'aides, etc. Et où finalement il se met à genoux pour un acte sexuel, en fait. Donc on sent qu'il y a une sorte d'échange, en fait, qui se met en place. Et ce rapport, en fait, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais à mon avis, il est suggéré et renouvelé avec un jeune prisonnier qui vient le voir à la fin, vous savez, quand il a les cheveux bouclés, là. Et c'est c'est coupé, mais en fait, on voit Powell, en fait, qui s'approche de lui et qui lui caresse les cheveux comme ça, et on sent qu'il va lui demander, en fait, le même type d'échange, quoi. Bon, bref, en tout cas. J'ai l'impression que le film ne fait que esquisser les choses à ce niveau-là. En tout cas, pour revenir à la question de la culpabilité de Ettinger, cette difficulté qu'il y a finalement à surmonter cette dépression, en fait, terrible. Je trouve que au fond, ce que fait le film est très fort, parce que, encore une fois, c'est cette idée de Wambo de dire que les flics ne sont pas des super-héros, c'est juste des êtres humains, et que là, finalement, ils nous montrent leur fragilité, tout simplement. Et c'est pas quelque chose qu'on voit couramment, à mon avis. Il me semble que c'est même assez exceptionnel dans un film sur la police, et notamment à cette époque, quoi. Et je trouve que pour reparler des acteurs, je trouve que Jon Savage est vraiment très très bien, quoi, dans le rôle. Enfin, il est vraiment, mais il est bien parce qu'il en fait pas trop, quoi. Et James Woods, lui, alors il est vraiment impressionnant, mais déjà physiquement, je trouve qu'il y a quelque chose. Il est assez maigre, il a un visage osseux comme ça, puis il a dû se teindre les cheveux. Je trouve qu'il est assez fabuleux. En fait, et ce que je trouve réussi, c'est qu'au début, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais au début, on se dit, mais en fait, c'est une espèce de petit malfrat, un peu loser. On ne sait pas s'il est vraiment malin, quoi. Vous souvenez quand il explique qu'il s'est mis un grain de beauté sur l'oreille, sur le lobe. Et il explique que c'est vraiment super intelligent, parce qu'après, les gens vont décrire ça
et on ne pourra pas le retrouver, le reconnaître, etc. Mais en fait, c'est pas si bête. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me dis ouais, c'est un peu nul, quoi. En fait, voilà, il semblerait que c'était plutôt malin de sa part. Et on voit par la suite, ce qui est assez surprenant, mais on voit qu'il fait preuve quand même d'une intelligence assez peu commune quand il s'attaque à prendre en charge sa propre défense, quoi. Donc le personnage en fait arrive à nous faire peur au bout d'un moment parce qu'on sent qu'il y a une intelligence un peu diabolique derrière et qui peut être vraiment dangereux. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a ce type qui est un peu gringalet et qui se révèle en fait être quelqu'un de vraiment. Enfin, on sent le psychopathe, quoi, derrière, quoi, le type qui a aucune empathie, quoi. Voilà. Donc, je trouve que là-dessus le film est, enfin, James Woods est très très fort, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si vous voulez, peut-être si vous avez des remarques sur le film. De quand date ce bouquin? Et puis, quel était son angle de vue? C'était un ancien flic? De toute façon, lui, je pense pas qu'il ait vécu ça parce que je sais plus quand est-ce qu'il a commencé à être policier. Alors c'est possible en 63 qu'il l'était déjà. Mais le bouquin, de mémoire, il le sort en 73, si je dis pas de bêtises, 10 ans après, quoi. Donc voilà. Bon, moi je l'ai pas lu, hein, donc je peux pas vous dire dedans, mais a priori c'est comment dire, c'est pas une fiction, donc il reconstitue les faits et voilà. Mais je pense que comme je disais, ce qui l'intéressait, c'est pas juste de reconstituer, voilà, un fait divers, aussi traumatisant soit-il, mais encore une fois, de questionner voilà, ce que ça produit en fait chez les protagonistes. Et y compris d'ailleurs dans le film chez les criminels, au fond, hein, parce que c'est autant du point de vue de Powell, il s'en sort plutôt bien, autant du côté de Smith, c'est quand même en demi-teinte, parce que lui, comme il est métis, il y a quand même cette dimension aussi de racisme, où il explique en gros, enfin, socialement, je suis né pour la prison, quoi. Donc voilà, c'est... Mais oui, moi je sais pas, j'ai vu peu de films quand même qui exploraient à ce point les conséquences psychologiques comme ça. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de socialement beaucoup plus admis, quoi, et intégré dans les procédures, tout ça. Enfin, on parle tout le temps de cellules psychologiques, enfin ce genre de choses, quoi. Mais je pense qu'en 79, c'était pas courant, quoi. Donc voilà. Alors après, comme je vous disais, le partenariat en fait entre Joseph Wambaud et Harold Baker s'est prolongé, puisqu'ils ont tourné donc ensemble de Black Marbles, qui était une nouvelle adaptation, l'année suivante. En français, c'est Fric Frac. Et en fait, c'est à nouveau une histoire policière, mais sur le mode de la comédie noire, en fait. C'est une sorte un peu de parodie comme ça d'enquête policière. Il y a des éléments comiques. Il y a Harry Dean Stanton qui joue un propriétaire de chenil et qui emmène des chiens comme ça à faire des concours de beauté. Puis en même temps, il joue aux courses. Enfin, donc du coup, il est mêlé dans des affaires pas possibles. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le personnage principal est un détective d'origine russe et qui est encore une figure comme ça de policier traumatisé. Mais ce qui est intéressant alors dans ce film-là, c'est que à un moment donné dans le film, il raconte en fait d'où lui vient son traumatisme, et il raconte que il travaillait sur une affaire alors je crois que c'était de maltraitance d'enfants dans des familles différentes, maltraitance et viols et meurtres, enfin des trucs horribles. Et donc ils avaient repéré des points communs finalement dans ce qui est arrivé à ces enfants, et donc ils cherchaient un coupable responsable de tout ça. Et le policier explique qu'en fait ils se sont rendus compte au bout d'un moment que qu'il n'y avait pas de coupable unique, mais que c'était les parents en fait de tous les enfants qui avaient commis tous ces crimes séparément sans se connaître. Et donc c'est intéressant parce que ça encore, c'est pour ça rejoint un peu ce qu'on disait lors de la séance Les flics dorment pas la nuit, mais c'est cette difficulté pour les policiers à être confrontés au mal tel qu'il surgit en fait de façon comme ça très
très difficile à rationaliser. C'est-à-dire que, comme je vous disais, quand on regarde un film du type Dirty Harry, le mal est incarné dans une figure donc du mal absolu, le tueur en série, Scorpio. Donc on l'élimine et puis tout redevient comme avant. Mais en fait, ce que explique Joseph Wambaud, c'est que c'est pas comme ça dans la réalité, évidemment, et que des gens n'importe qui, des citoyens lambda, en fait, sont capables du pire. Et donc, ce qui est terrible pour le policier, ce qui semble nous dire Joseph Wambaud, c'est qu'il faut faire face à des manifestations du mal qui s'incarnent un peu en n'importe qui, en fait, et que du coup, face à ça, on est désemparé à un moment donné. Voilà, c'est ça qui semble dire. Et voilà, je trouve ça assez fort quand même d'arriver à dire ça. Pour ma part, moi, j'ai apprécié, je m'attendais pas à ça. Mais en termes de réalisation, j'ai beaucoup aimé le début. Je me suis dit, vu le sujet, je pense que ça va très vite dérailler. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'est que, alors c'est un peu moins d'une heure peut-être la première partie jusqu'à ce que Ted Danson se fasse tuer. Et ensuite, on arrive avec le traumatisme, l'enquête, les jugements à rallonge, etc. Mais effectivement, des fois, je me dis, bon, on connaît un peu tout ça, même dans des films d'avant. Plutôt que de faire une heure, je saurais que il y a un petit moment où ça tire, si vraiment c'est plus la deuxième partie et le traumatisme et l'humain derrière le flic aussi et le jeu juridique des deux accusés. Une demi-heure, 1h30. Ouais, tu trouves que ça se prolongeait trop en fait finalement? La rencontre des deux groupes, les deux flics, les deux malfrats, d'accord, mais ça prend quand même un petit peu de temps, on imagine, et quand on voit où ça arrive, tout ça, pour vraiment en fait poser vraiment le point sur la deuxième partie, je me dis si je vais loin, s'il y a plus de budget et peut-être un peu une autre écriture au-delà de Joseph Wambaud, par exemple je pense à Sidney Lumet, je suis sûr qu'on aura eu à peine une demi-heure et bien 1h30 sur la deuxième partie. Et c'est quelque chose qui m'aurait peut-être plus plu. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, peut-être. Après, c'est quand même assez utile qu'il y ait ce temps un peu d'exposition au début. Moi, je trouve que c'est important quand même, et aussi pour le personnage de Ian Campbell, en fait, parce que ça le fait aussi exister, et puis il y a ce truc assez beau, finalement, avec la musique de Cornemuse, parce qu'on l'entend au début jouer, et il y a ce côté un peu fantomatique, comme ça. C'est quand même très beau, la fin, quoi, quand on voit le gamin, et voilà, enfin, moi, je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Peut-être que la deuxième partie met mal à l'aise aussi, quand même, parce qu'il y a aussi un sentiment de faire du surplace. Je pense que psychologiquement, elle dure plus longtemps que ce qu'elle dure en réalité, parce que on a l'impression, encore une fois, on n'est pas habitué à ce que des films, en fait, passent un peu cette rampe qui aurait dû être la conclusion, et disent non, mais en fait, ça s'arrête pas là, et en gros, le vrai problème commence, quoi. Et peut-être on peut avoir une réticence, tu vois, par rapport à un type de narration, voilà, auquel on est habitué. Mais il y a aussi, pour revenir sur l'histoire de la cornemuse, il y a quand même ce moment, moi, que je trouve vraiment assez magnifique, enfin bouleversant, c'est quand ils sont mis en joue au bord du champ d'oignons et que Ian Campbell regarde la lune. Et vous vous souvenez, il y a un plan comme ça, et il entend la cornemuse, et il comprend en fait que là c'est terminé. Enfin, et du coup, il touche la main de son partenaire. C'est assez subtil, hein, comme c'est fait. Mais là, on comprend. Je trouve que je trouve que le réalisateur en fait pas des caisses, quoi. C'est très bien. C'est pas compliqué en même temps. Enfin, c'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas un grand styliste, quoi, Roll Baker. Mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a juste ce qu'il faut. Et encore une fois, ça apporte aussi un peu. Je trouve que ça ajoute à l'ambiance fantastique, voilà, de la scène. C'est-à-dire que cette espèce de pressentiment qu'il a avec la lune, enfin le côté, l'éclairage, tout ça, la nuit. Enfin. Il y a une chose que j'ai bien aimé aussi de Jean-Paul, c'est la qualité de Roll Baker pour construire en très peu de plans un vrai psychopathe. C'est-à-dire qu'on voit, il n'a pas fait de gros coups jusqu'au meurtre, un petit braquage à 2 balles, et on sait qu'il est fou. C'est-à-dire qu'on sait que ce mec-là, il est dans une telle puissance qu'il pourra faire n'importe quoi. Et je trouve qu'en très peu de plans, très peu de phrases, il fait peur à tout le monde.
Et des fois, il faut vraiment que tu vois un coup déjà. Il n'a pas besoin d'être James Cagney je dirais, dans Affaire à lui. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, tu comprends que ce type-là peut aller très très loin. Et il est capable d'aller très loin, puisqu'il deviendra presque juriste et avocat. Donc, le mec, c'est un psychopathe qui est déjà intelligent. Mais je trouve qu'en peu de moyens, tu vois, même si ça durait presque une heure, mais quand tu regardes, c'est peu de trucs où il est vraiment question d'affirmer un pouvoir. Donc, alors qu'on sent bien que vraiment ce type-là est un vrai psychopathe. Je trouve ça assez fort. Oui, les scènes sont de toute façon globalement... Enfin, il y a une alternance de scènes, enfin, je veux dire, qui sont relativement courtes. Et oui, je pensais... il y a le moment où il va braquer l'épicerie. Et il dit, je vais revenir en sautillant. Et aussi, mais il manque plus qu'un entonnoir quoi, sur la tête. Et en fait, il a raison de faire comme ça. Ça marche bien. Sauf qu'après, la voiture démarre pas, évidemment. Mais bon. Oui, et puis encore une fois, oui, une économie de moyens. Je pense que c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure aussi dans la façon de traduire ça. Moi, j'aime beaucoup le face-à-face avec sa mère parce que on comprend que en fait, ils ont le même caractère. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a transmis? Mais sur le, oui, t'as été deuxième, je sais plus quoi, à la course de relais. Non, j'étais premier, non, machin. Puis voilà. Et en fait, on sent que c'est les mêmes, quoi. Et ça, c'est vraiment effrayant, je trouve, quand on voit ça. Bon, ben voilà. En tout cas, merci d'être resté pour découvrir ce film. Et puis, alors la prochaine fois, on va voir un film un peu plus connu, puisque c'est le film de Friedkin de 85, Police fédérale Los Angeles. Très très grand polar des années 80. Très très grand film. Et puis on finira avec King of New York, voilà, pour mémoire, d'Abel Ferrara. Voilà, alors c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais je voulais juste pour vous motiver, pour venir, j'aurai une magnifique copie restaurée 4K pour King of New York. Vous n'avez jamais vu le film comme ça, voilà. Si vous avez vu en DVD, oubliez l'image, c'est juste à rien à voir, quoi. Voilà, vous pouvez. Merci beaucoup, bonne soirée.